Donc aujourd'hui, on se rencontre pour parler d'un petit use case qui est très intéressant parce que pas mal de clients aujourd'hui se posent la question de comment gérer son infrastructure, de comment pouvoir assurer la pérennité et la sécurité de son SI d'une manière assez générale, tant sur la partie réseau que sur la partie sinistre majeur, que sur la partie ransomware. Et donc aujourd'hui, on va essayer d'aborder un petit peu tous ces cas avec un use case client. Qui plus est, sur ce use case, on essaye d'approfondir un petit peu notamment les échanges sur des problématiques d'application métier. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va pouvoir échanger avec Christophe Barthaud, que je vais laisser se présenter. Oui, Christophe Barthaud, moi je suis DSI du groupe La Micaline. On entend parler, La Micaline étant la marque commerciale et la SAS Montfornil étant le nom de la société. Donc vous m'entendrez évoquer les deux noms au fil de nos discussions. Et donc Bruno Denis de chez VIF. Bruno, je te laisse te présenter. Oui, Bruno Denis, donc société VIF, et je suis responsable des systèmes d'information de VIF et des partenariats chez VIF. Et donc l'idée de l'échange, encore une fois, c'est de pouvoir approcher cette partie comment je gère mon infrastructure côté client, mais également côté application métier, comment on vient s'intégrer dans un schéma de sécurité, dans un schéma directeur qui ne porte pas forcément que sur la sauvegarde, que sur la restauration, mais dans un contexte un petit peu plus général. Je vais tout d'abord présenter le SIOM très rapidement. L'idée aujourd'hui, c'est de savoir que SIOM donc, a été créé en 2013. On est aujourd'hui une bonne quinzaine à être passionnés par notre métier autour de grandes technologies. Alors, on pourrait parler de Microsoft 365, on pourrait parler de beaucoup de choses. L'idée plus précisément sur ce webinaire-là, c'est de parler de technologies qui sont disruptives. Alors, on va principalement parler de Nutanix, mais dans le socle additionnel qu'on peut y trouver, on va retrouver les solutions de sauvegarde et restauration IQ et la partie Cato Networks pour tout ce qui est WAN, Firewalling WAN, SD-WAN et notamment PA. Donc aujourd'hui, on rayonne en termes de terrain de jeu de la Martinique jusqu'à la Pologne, en passant bien évidemment par la France et en faisant un petit crochet par le Maroc. L'idée aujourd'hui, c'est de savoir qu'on va venir intégrer toutes les solutions dont on va pouvoir parler, aussi bien de la partie Microsoft 365, mais également tout ce qui tourne autour de ce qu'on appelle le cloud entreprise, que l'on va parler juste après, pour venir vous aider en fait à les intégrer directement chez vous, et si vous le souhaitez également, avoir un support, une réassurance sous forme d'infogérance ou sur un système de support allant jusqu'à de l'astreinte de 24/24/7, tout comme on le fait aujourd'hui pour la Micaline. Quelques références aujourd'hui que vous pouvez peut-être connaître. On va passer rapidement là-dessus. L'idée, encore une fois, c'est de pouvoir comprendre aujourd'hui la philosophie du projet de la Micaline par rapport à un contexte plus traditionnel que l'on pourrait connaître. Donc, comment aujourd'hui on pense chez SIOM les architectures, tout simplement par rapport notamment à des infrastructures plus traditionnelles que l'on peut comprendre aujourd'hui au travers de toute la colonne on-premise. L'idée, c'est de savoir que Nutanix aujourd'hui, donc les solutions que l'on déploie, vont venir en fait pouvoir donner une approche de cloud d'entreprise, mais directement chez le client, que ce soit sur vos sites en local, que ce soit dans vos data centers sous format de cloud privé, ou bien alors aller jusque sur la partie cloud public. L'idée, encore une fois, c'est de bien comprendre que sur une approche traditionnelle on-premise pour lequel vous allez avoir tout un tas de socles technologiques à empiler pour pouvoir desservir des applications à vos utilisateurs finaux, on peut après y retrouver notamment sur des fournisseurs de type cloud au format IaaS, donc des infrastructures as a service, voire de la plateforme as a service, si toutefois vous souhaitez commencer, pourquoi pas, à travailler avec de la distribution de bases de données, distribution de VDI ou autre. L'idée, c'est de savoir qu'aujourd'hui, Nutanix va venir pouvoir vous aider sur cette partie IaaS, sur cette partie plateforme as a service, au travers de différents composants. Donc, gardez à l'esprit aujourd'hui que Nutanix s'installe sur n'importe quel type de matériel et également sur n'importe quelle solution de virtualisation. L'idée, encore une fois, c'est de comprendre que Nutanix met également ses propres appliances sur la partie matérielle, principalement pour des raisons de support, mais encore une fois, il n'y a pas forcément d'attache particulière, que ce soit sur le matériel ou sur l'hyperviseur. Encore une fois, on considère à aujourd'hui que ces éléments-là font
partie des commodités. J'en prends l'exemple que lorsque vous travaillez par exemple sur AWS, vous n'avez aucune idée du matériel ni du système de virtualisation sur lequel vous travaillez, vous êtes juste là pour consommer du service. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir s'appuyer sur un socle qui va vous permettre de consommer du service, très certainement dans la plupart des cas de la machine virtuelle, mais pas que. Aujourd'hui, Nutanix a tout un portfolio assez généraliste en termes de services, donc certes autour de la machine virtuelle, mais également tous les nouveaux usages qui peuvent se dessiner, à savoir un service de fichiers, comment je vais gérer mes containers, comment je vais pouvoir orchestrer mon plan de reprise d'activité, comment je vais pouvoir protéger d'un point de vue réseau suite à un audit toutes mes VM, comment je vais pouvoir déployer de la base de données avec toutes les SLA qui vont bien, etc., etc. Et donc plus précisément aujourd'hui, on va parler de ces trois couches-là, à savoir la machine virtuelle forcément, mais également la partie micro-segmentation qui pourrait s'apparenter à du firewalling côté LAN, mais également toute la partie reprise d'activité, comment je teste ma reprise d'activité en cas de sinistre majeur. Et avant de parler de tout ça, donc je vais laisser la main à Christophe Barthaud, qui va vous décrire aujourd'hui qui est la Mikaeline et que fait la Mikaeline. Merci Cédric. Écoutez, qui sommes-nous? Nous sommes une entreprise basée en Vendée. On a une grosse activité finalement qui est sur on a deux grandes activités. On est franchiseur d'un réseau de points de vente français. Et puis, on est aussi industriel, nous fabriquons de nos propres produits et on est basé à Saint-Jean-de-Mont. Donc, on a 5 grands métiers. Le franchiseur, donc à Saint-Jean-de-Mont, une soixantaine de personnes dédiées au service de nos clients franchisés, chacun dans nos spécialités. Producteur, donc le site industriel, il y a 230 salariés qui fabriquent nos produits en surgelé cru ou pré-cuit. Une centrale d'achat, une vingtaine de personnes qui vont référencer nos partenaires en produits frais, secs et emballages et préparer aussi les commandes pour les envois chez nos clients franchisés. Des partenariats logistiques, alors on est avec le transport Mousset en particulier, basé à Sainte-Florence et on a un rythme de 2 livraisons par semaine par magasin. Et puis ensuite, le réseau de franchise. Donc, on a 240 magasins à ce jour sur la France avec une croissance de 8 à 10 magasins par an, même si cette croissance a été un peu freinée dernièrement. Les chiffres clés, alors ils datent un petit peu, je m'en excuse si je les remets un petit peu à jour en chiffre d'affaires. On va être aux alentours de 200-210 millions d'euros. À ce jour, on est à 240 magasins, on a un panier moyen à 4,20. On a un petit peu plus de 42 millions de clients par an. Sur l'ensemble de notre réseau, on est 2250 personnes sur le groupe. Et on a aussi une activité de visite d'entreprise puisqu'on ouvrait jusque-là les visites sur notre site industriel et franchiseur. Alors pour faire un petit focus sur la partie DSI, on est une petite DSI, on est 4 personnes avec 2 grands axes de travail, la partie industrielle, donc essentiellement sur le site de Saint-Jean-de-Mont, et puis la partie retail, puisqu'on s'occupe aussi de référencer, de maintenir et de suivre et de faire des évolutions métiers au niveau de nos magasins. Au niveau de l'équipe, je suis le RSI, il y a un administrateur réseau pour toute la partie infra, technique, un technicien support et projet retail, donc là ça va être pour le suivi de nos magasins en hotline niveau 2 plus le suivi des projets. Et puis là, son pendant côté Montfournil ou industriel avec la réponse à nos clients internes plus le suivi des projets. Au niveau des logiciels principaux, les principaux outils métiers, donc on a un ERP qui va regrouper toutes les activités de gestion commerciale, comptabilité, centrale de référencement, de la PLM, qui est plutôt la partie formulation de nos produits, un SIRH, de la GPAO avec du MES. Alors là, je fais le focus là-dessus puisque c'est vraiment là que l'on va évoquer le sujet avec vif, du décisionnel, de la GMAO, de l'AI, l'ETL pour faciliter ou orchestrer tous les flux du SI et applicatif, et puis un portail collaboratif pour l'ensemble du groupe. Au niveau du
partenariat, hein, si on remet les choses en contexte avec SIOM. Les principaux objectifs que l'on poursuivait, alors on a commencé notre partenariat en 2016, donc ça monte un petit peu de temps. Les premiers objectifs que l'on avait dans ce partenariat et dans le changement d'infrastructure, à l'époque on était plutôt sur l'infrastructure standard, hein, c'était de nous faciliter, nous, l'administration, la maîtrise de notre SI. Pourquoi pas gagner du temps au quotidien, parce que avec une équipe de cette taille-là, on ne pouvait plus consacrer du temps à exploiter les journaux, les logs au quotidien. Stabiliser l'infra plutôt dans le sens de sa maîtrise et du déclenchement de plan de PRA ou pas, et sa facilité de le faire. La scalabilité de l'infra, puisqu'en 2016, on se rendait compte qu'on allait avoir besoin de ressources complémentaires plus ou moins rapides, je pense à du décisionnel par exemple, et donc un besoin de réactivité aussi dans ces ressources. Obtenir une meilleure maîtrise des opérations d'administration, c'est ce que je citais tout à l'heure, hein. On greffe à notre activité les joies des astreintes, hein, puisque on a de l'astreinte 24/7 en interne, en particulier pour le site industriel et nos magasins. Donc ça veut dire qu'on avait besoin de maîtrise et de réactivité importante. Et puis faciliter la mise en œuvre de notre PRA, puisque à l'origine, on redoutait de le mettre en œuvre. Donc, au niveau des différentes étapes, hein, qui ont mené nos échanges avec SIOM, on a fait la première bascule d'infra avec Nutanix en janvier 2016. Donc, avec Nutanix SIOM, une infra hyper convergée, par contre, on conservait l'hyperviseur VMware. Ça concernait à l'époque une 40aine de VM. Ensuite, pendant 5 ans, ma foi, l'infrastructure a été très stable et efficace. On a eu des besoins d'évolution à nouveau. Donc, je reviens sur la scalabilité de notre infra. Et on a renouvelé notre confiance en janvier 2021. Avec du coup, une nouvelle étape, c'était de migrer l'ensemble de nos VM en nouvel hyperviseur AHV, pour bénéficier, on en parlera plus tard, de l'ensemble des services proposés par l'écosystème Nutanix. Et donc, pour faire un focus sur ce qui va nous intéresser pour la suite, on a migré nos serveurs de mars à juin 2021 en hyperviseur AHV. On les a fait, c'est ça qui a été intéressant, soit par lot, soit VM par VM. Donc, on en a eu 70 à faire. Et on a fini par l'opération liée essentiellement à la partie gestion de production, puisqu'on avait des obligations de ne pas arrêter la production, que ça soit testé et hyper stable, et de migrer de façon transparente pour l'ensemble des utilisateurs du site de production. Donc pour faire un focus vif et notre appli essentielle au niveau de la production, sans ça on ne peut plus produire maintenant puisqu'on a informatisé l'ensemble de nos lignes. On y a ajouté depuis aussi des interfaces avec des solutions de robotisation au niveau des conditionnements. Donc c'est vraiment une application cruciale pour nous et critique. Au niveau de la migration, en fait, quand on a demandé à VIF la possibilité de migrer dans ce nouvel hyperviseur, on a décidé dans un premier temps donc déjà d'échanger, savoir est-ce que cette solution était validée ou pas de leur côté. Comme ce n'était pas le cas, on a mis en place un accompagnement avec un audit en amont de l'infra ou des performances de l'infra en place, des migrations de VM au fur et à mesure, et ensuite à nouveau un audit à l'issue des migrations pour mesurer les performances et surtout valider qu'il n'y avait pas de perte suite à cette migration. Donc les résultats obtenus, c'est un infra serveur et OS est stable toujours. On a gagné du coup en homogénéité, hein, puisque toutes nos VM, donc au nombre de 70 maintenant, sont toutes en hyperviseur AHV. Et du coup, on se permet maintenant de tester les nouvelles solutions logicielles proposées par Nutanix.
Alors, on teste du LIP. Alors, le LIP, ça va être le test du PRA, mais à chaud, ce qui veut dire qu'on peut se permettre de ne pas couper la production et de pouvoir tester de façon régulière cette migration en PRA. Flow, ça va être la partie microsegmentation que citait tout à l'heure Cédric. Il pourra peut-être vous le développer si vous avez des sujets là-dessus. Nous, le but, c'est en complément de tous nos outils de protection ou de sécurité, c'est d'isoler certaines parties de la production pour éviter ou limiter la surface d'attaque, en particulier sur les outils industriels, puisque malheureusement, on est obligé de s'ouvrir au travers d'interfaces distantes avec les différents partenaires. Je pense à nos acteurs côté robotisation. Et puis Files va être un autre pendant lié aussi à la sécurité, c'est-à-dire de mettre sous surveillance des parties de stockage de fichiers et mesurer s'il y a soit des recopies ou des renommages de fichiers en série. Et puis au passage, ce qui a été intéressant, c'est qu'on a gagné aussi en performance, puisqu'on a gagné en particulier beaucoup de temps au niveau des temps de sauvegarde. J'ai anticipé les actions en cours. Donc oui, test PRA à chaud, c'est ce qu'on est en train de faire. Et on va attaquer la partie flow et files pour la partie infra-industrielle. Tout ça aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de voir la corrélation de ce projet de bout en bout. Un des axes qui était majeur sur cette migration était notamment l'application VIF, qui est aujourd'hui prépondérante dans l'activité informatique de la Micaline. Donc je laisse la main aujourd'hui à Bruno qui va nous parler un petit peu de VIF. Merci Cédric. Donc VIF est une société nantaise dont le métier est de concevoir, de développer et de déployer des solutions logicielles innovantes. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous assurons tout le process, c'est-à-dire depuis le développement de nos applications jusqu'au déploiement final chez nos clients avec nos propres consultants fonctionnels. Alors notre vocation, elle est d'accompagner les PME et PMI et les ETI industriels de process dans l'exécution et l'amélioration durable de leurs performances industrielles et par ce biais de contribuer à la pérennité du tissu industriel sur les territoires de nos clients et partenaires. Nous considérons que avec un bon système d'information et en l'occurrence avec nos solutions, nous contribuons quelque part à la performance de nos clients. La société VIF fait environ 23 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous sommes 230 collaborateurs, 230 passionnés. Cédric parlait tout à l'heure de passionnés chez Sium. Eh bien, nous nous sommes retrouvés entre passionnés, puisque VIF est une société d'environ 230, voire même 250 passionnés aujourd'hui, engagés dans le numérique pour l'industrie. Nous équipons actuellement plus de 600 sites clients, que nous conseillons, puisque nous sommes aussi force de conseil auprès de nos clients, que nous équipons par nos logiciels et que nous savons aussi accompagner sur la durée. C'est le cas d'ailleurs de la Micaline, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Et nous comptabilisons environ 14 000 utilisateurs que nous formons également et qui donc, par ce biais, deviennent des acteurs de la performance de leur entreprise. Alors, le périmètre applicatif de VIF, il est assez vaste, puisque nous avons un périmètre qui passe par l'anticipation. L'anticipation, c'est une capacité à faire de la simulation et du pilotage. L'exécution, alors l'exécution, c'est plus là sur le process industriel en tant que tel, puisque nos solutions vont suivre les opérations dans les usines, sur les sites de production, ainsi que leur performance. Et enfin, la partie commerciale et industrielle, c'est une des parties dont est équipée aujourd'hui la Micaline,
par le biais de nos différents modules ERP. Quelques références, donc, parmi lesquelles l'Amicaline, avec société avec laquelle nous sommes partenaires depuis 20 ans, puisque l'aventure VIF l'Amicaline a commencé en 2001. Donc notre périmètre d'intervention, il est à la fois dans l'agroalimentaire, là ça c'est notre historique, mais nous contribuons aussi à l'équipement d'industries telles que l'industrie de beauté et bien-être, la chimie et également les produits de plus grande consommation qui quelquefois nous sont très, très éloignés de l'industrie agroalimentaire. L'écosystème de VIF, alors nous sommes très orientés industrie du futur, et pour ce faire, nous avons développé un écosystème, alors autour bien évidemment du réseau de nos clients industriels, mais également avec des partenariats avec des équipementiers, des équipementiers acteurs des industries, dans les industries sur lesquelles nous opérons, jusqu'à également des acteurs de l'industrie ou de l'IoT, un réseau de conseils et de conseils, ou voire de solutions complémentaires également, c'est-à-dire nous sommes force de proposition lorsque l'un de nos clients est en recherche d'une solution complémentaire à la solution VIF. Nous avons développé également un réseau de distributeurs et de consultants certifiés qui nous permettent d'étendre notre maillage à l'ensemble des territoires de la métropole, mais également des pays, des départements, des DOM-TOM et de pays limitrophes à la France, voire moins limitrophes tels que le Brésil par exemple. Nous avons des partenariats technologiques et enfin des partenariats forts avec des écoles, ce qui nous permet d'intégrer chez VIF des compétences au plus tôt. Et enfin, pour terminer, VIF, c'est également un événement qui a lieu tous les ans que nous appelons AgroVIF, dont le prochain est en juin 2022 pour les gens qui sont un peu curieux de ce que fait VIF et de quel est l'écosystème de VIF. Je vous invite à vous inscrire à cet événement qui aura lieu en juin 2022. Alors, Christophe a évoqué l'approche du projet l'Amicaline vue par l'Amicaline. Moi, je vous propose d'avoir ce même regard vu par VIF. Donc, ce qui nous semble prépondérant dans ce genre de projet, nous, c'est d'être impliqué dès le début du projet, de façon à collaborer sur ce projet avec tous les acteurs, collaborer en ayant des échanges préliminaires sur les attendus en l'occurrence, sur les attendus de l'Amicaline, ce qui nous a permis également de définir les rôles et responsabilités dans ce projet. Nous avons analysé dans le détail le projet et nous avons pu, après l'analyse, après les échanges avec les différents acteurs, valider le projet. Ce qui est important pour nous, c'est vraiment de savoir avec quels acteurs nous allons travailler, de façon à nous rassurer, mais aussi à rassurer nos clients sur la faisabilité du projet. Donc la certification des infrastructures vue par VIF, elle est la suivante, c'est-à-dire que nous, en tant qu'éditeurs, nous certifions nos applications sur des briques technologiques. Et ces briques technologiques, ce qui est important pour nous, c'est qu'elles-mêmes, elles soient validées par l'infrastructure que je qualifierais d'infrastructure IaaS, de façon à en assurer le bon fonctionnement. Donc en l'occurrence, s'agissant de ce projet, il était moins question pour nous de certifier les solutions Nutanix, mais plus de s'assurer que les solutions Nutanix allaient être compatibles avec les briques techniques embarquées dans nos solutions.
ou inversement, que nos briques techniques soient validées également par Nutanix. Ça, c'était très important pour nous. Ce qui est important pour nous également, c'était de juger de l'expertise des acteurs. En l'occurrence, il fallait que nous fassions connaissance avec la société Sium que nous connaissions, mais il est très important pour nous de bien connaître les acteurs avec lesquels nous allons devoir collaborer, parce que dans notre cas, nous avons nous souvent la charge de la preuve en cas de dysfonctionnement. C'est-à-dire que lorsque un dysfonctionnement a lieu chez nos clients, leur réflexe est de nous appeler nous en priorité, parce que ce qu'ils constatent, c'est que l'application n'est plus opérationnelle, et donc c'est nous qu'ils appellent en premier. Et il est hyper important pour nous de savoir qu'en cas de dysfonctionnement, nous allons pouvoir faire, nous, un premier diagnostic, et que nous allons pouvoir rapidement, si tel est le cas, prendre contact avec notre client et avec les différents acteurs autour du projet pour rapidement permettre à nos clients de retrouver un système opérationnel. Et donc, il était également important pour nous de maîtriser le avant et le après, et ça Christophe l'a évoqué, c'est-à-dire que nous avions des exigences que nous avons fait valoir, qui étaient de prendre quelque part une photo avant le projet, de façon à faire un comparatif après le projet, ce qui est passé entre autres par des prises de mesures de référence qui nous ont permis de nous assurer que les choses étaient complètement opérationnelles après la migration, et même au-delà, puisque la Micaline a pu constater des gains de performance sur certains domaines tels que l'expliquait Christophe. Donc, l'importance de ce qui est très important pour nous sur des opérations comme celle-ci, c'est de travailler vraiment en partenariat plutôt que de travailler de façon morcelée entre différents acteurs. Et c'est ce qui, à notre sens, à mon sens en tout cas, nous a permis de mener ce projet avec succès. Merci Bruno pour ce témoignage. Je rejoins Bruno sur le fait qu'à aujourd'hui, il est important que tous les acteurs soient autour de la table autour de ce type d'architecture, puisqu'il y a quand même un changement majeur, et donc notamment pour des raisons de support que vient d'évoquer Bruno, la nécessité derrière de pouvoir certifier de bout en bout les applications métiers, même si derrière ces applications métiers tournent sur un système d'exploitation qui lui-même tourne sur une machine virtuelle. L'idée, encore une fois, c'est de rassurer en fait l'intégralité des acteurs autour de ce projet-là, et de pouvoir certifier qu'en cas de problématique, tous les acteurs feront preuve de bon sens et dégageront l'énergie nécessaire à vérifier le bon fonctionnement de l'ensemble. Donc pour ce faire, au-delà de la partie migration des VM en l'état, puisque c'est ce qui s'est passé dans un premier temps, une des forces de ce projet était d'amener une couche sécuritaire supplémentaire au travers de différents axes dont on a parlé tout à l'heure Christophe, à savoir Nutanix Flow pour la partie segmentation, Nutanix Sleep pour la partie plan de reprise d'activité, Nutanix Files pour la partie serveur de fichiers avec une couche ransomware et une couche RGPD. On va faire plus particulièrement le focus sur la partie Nutanix Flow pour le firewalling côté LAN dans un premier temps. Puis après la partie plan de reprise d'activité qui concerne notamment l'application VIF. Alors, si je reprends la partie microsegmentation à aujourd'hui, la microsegmentation c'est quoi? C'est tout simplement du firewalling au niveau du LAN. L'idée encore une fois c'est de pouvoir donner au client la possibilité de gérer lui-même sa sécurité au niveau du réseau qui est propre à son application métier. Donc l'idée c'est pas de le former pendant 15 jours à une solution qui va lui permettre d'arriver à assouvir ce besoin en sécurité, mais tout simplement de pouvoir porter d'un point de vue applicatif la sécurité qui lui est nécessaire. Donc l'idée principale du produit Nutanix Flow aujourd'hui, c'est d'exprimer son besoin, orienter application et de pouvoir, dans ce cas-là, pouvoir sécuriser, et notamment dans un contexte de ransomware, ces différentes applications qui composent le site. Donc, comment ça fonctionne? Tout simplement, il y a différentes approches qui sont desservies par Nutanix Flow, mais la première étant de pouvoir en fait flaguer ces VM sur des catégories applicatives.
Donc là, on est quand même relativement dans un exercice simple, qui est de dire, ben voilà, tel VM correspond à mon application compta, tel VM correspond à mon application VIF. Et l'idée, c'est qu'une fois qu'on a catégorisé ces applications, on va pouvoir définir soit des groupes de VM en BigQuery ou alors des subnets IP qui vont pouvoir accéder uniquement à cette application-là. L'idée, c'est vraiment de sécuriser sous la forme de silo l'accès à son SI. Et donc, qui dit silo dit le silo compta ne peut pas discuter avec le silo VIF. Le silo compta ne pourra être accessible qu'à partir du sous-réseau de tel VLAN, par exemple. On a également une autre approche de cette sécurisation en silo et qui est de dire, ben voilà, aujourd'hui, je sais catégoriser, je sais nommer mes applications au niveau de mes VM, mais j'ai également le souhait de pouvoir sécuriser mes environnements de production versus mes environnements de test. Un exemple qui, je pense, parlera à tout le monde, c'est de se dire, ben voilà, lorsque je clone mon environnement de production à test pour faire, par exemple, des montées en version, j'ai besoin de m'assurer que derrière, il n'y ait pas un petit bout de fichier INI qui va pointer vers le serveur de base de données de production. L'idée, c'est vraiment de cloisonner ces environnements de production, de dev, de test, de staging, les uns des autres, sans pour autant avoir à se soucier si, effectivement, le fichier de configuration a été modifié ou non. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que dans ce process de micro-segmentation, on a un niveau de granularité qui est accessible. À savoir quoi? À savoir soit au niveau des catégories, soit au niveau des applications décorrélées au travers des catégories, soit au niveau d'une VM, soit au niveau d'un sous-réseau, soit au niveau d'une adresse IP, soit au niveau d'un port. On est vraiment très granulaire par rapport à cette expression de besoin, mais l'idée, encore une fois, de pouvoir avoir cette souplesse-là, c'est de pouvoir avoir la certitude d'exprimer un besoin plutôt que de se déguiser en expert réseau ou en expert de firewalling. Et donc, pourquoi ce besoin sécuritaire? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, malheureusement, au niveau de l'actualité, on a un certain nombre de ransomware qui fleurissent et qui, malheureusement, font des dégâts qui sont très importants. Et aujourd'hui, comment ce type de problématique va pouvoir récupérer une réponse qui est exprimée au travers d'un besoin sur une solution basée sur du Nutanix. Tout simplement, aujourd'hui, si on reprend le schéma, on va avoir des VM qui vont se retrouver, entre guillemets, contaminés par un ransomware. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà des signaux faibles qui pourraient exister, qui malheureusement ne sont pas détectés, à savoir des tunnels de communication SSH, des tunnels de communication VPN qui s'en vont vers l'extérieur, dont on n'a pas forcément la connaissance. Et un des axes majeurs de Nutanix aujourd'hui, c'est son composant Security Central qui va vous permettre de détecter ces signaux faibles. À savoir, est-ce que c'est normal que ma VM Compta discute avec des serveurs qui sont réputés pour être des serveurs d'anonymisation type Tor ou autre. L'idée, encore une fois, c'est de pouvoir, au travers de ces silos, considérer le fait, parce qu'on n'est pas là pour vous dire que vous n'aurez jamais de ransomware, mais on est plutôt là pour vous dire comment vous allez pouvoir repartir rapidement après l'attaque d'un ransomware. Donc l'idée déjà, c'est de pouvoir en amont être prévenu. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez détecté ces signaux faibles, malheureusement, vous n'avez pas pu réagir, pourquoi pas attendre, vous constatez qu'un de vos silos applicatifs a été contaminé, et de par les phénomènes d'élévation de droit, on se retrouve avec des silos qui sont complètement contaminés. L'idée, encore une fois, c'est au travers de cette sécurisation en silo, c'est de pouvoir considérer, tout comme dans un navire, qu'on peut continuer à naviguer avec un silo qui est complètement HS. L'idée, c'est pas de mettre tout le SI à genoux juste parce que son application compta s'est fait infecter. Donc l'idée, c'est vraiment aujourd'hui de pouvoir approcher d'une nouvelle manière ces approches de ransomware et que dans ces plans d'usage, dans ces exécutions, tant au niveau de la communication, mais également en termes de remontée de SI, considérer que tout le SI n'est pas forcément contaminé. Et ce, que ce soit pour une application ou pour un environnement. On n'est pas à l'abri, par exemple, que des failles de sécurité soient relevées sur une ligne de production parce que les OS n'ont pas été à jour de par les prérogatives de l'éditeur ou du constructeur de la ligne de production. Donc l'idée, encore une fois, c'est d'avoir une nouvelle approche, une nouvelle philosophie qui va permettre aujourd'hui de rester beaucoup plus serein par rapport à ce type de menace.
Et donc, si on arrive à sécuriser des applications entre elles, si on arrive à sécuriser des environnements, on est capable de sécuriser également des applications de manière beaucoup plus profonde et beaucoup plus, autoritaire sur les accès d'une application transverse. On va prendre l'exemple aujourd'hui d'un système où on a une application avec une base de données qui est accédée par des serveurs RDS qui desservent des applications soit en termes de bureaux publiés ou d'applications transparentes qui sont eux-mêmes accédés par des PC. Donc l'idée tout simplement, c'est de pouvoir, au travers de Nutanix Flow, décorréler des règles qui sont très classiques. Alors je les veux très sommaires, hein, mais je pense que tout le monde comprendra l'intérêt. C'est-à-dire tout simplement, voilà, j'ai mon sous-réseau de PC qui n'aura le droit d'accéder à mon groupe de VM de mon application pour les serveurs RDS sur le port 3389, mais uniquement sur le port 3389. D'accord ? De la même manière, seuls ces VM-là pourront accéder du coup à la partie base de données de mon application qui est pourquoi pas en cluster et qui ne sera accessible que par le port 1433 de ce groupe RDS, qui est le port de la partie SQL Server. Et l'idée au travers de ça, c'est de pouvoir avoir la certitude que même les PC ne pourront pas accéder à la partie base de données. Encore une fois, on est capable de pouvoir aller de la manière la plus approfondie possible, exprimer un besoin de manière transversale, quel que soit où se positionnent les VM. Est-ce que c'est sur tel nombre de clusters? Est-ce que c'est sur un autre cluster? Peu importe. Aujourd'hui, c'est Nutanix qui va venir traduire ce besoin en termes de règles de firewalling. OK? Et donc, encore une fois, on est granulaire, soit la catégorie, soit l'application, soit la VM, soit au subnet, IP ou port. L'idée, c'est vraiment d'avoir à exprimer un besoin, et c'est Nutanix, ça, aujourd'hui, qui va vous le traduire d'un point de vue factuel, d'un point de vue règle de firewalling, pour vous. Encore une fois, ce système de firewalling, il est natif à l'hyperviseur. Donc, ça veut dire que derrière, vous n'avez pas de solution tierce à mettre en place pour y arriver. Il n'y a pas de SPOF possible dans ce type de solution. D'un point de vue sécuritaire également, outre le fait de pouvoir micro-segmenter son SI d'un point de vue réseau, c'est de pouvoir se dire, OK, j'ai un sinistre majeur, j'ai ma salle principale qui tombe, comment je vais pouvoir orchestrer mon plan de reprise d'activité, et ce, de manière la plus simple possible. Donc pour ce faire, il y a un composant qui s'appelle Nutanix Sleep chez Nutanix, qui va vous permettre notamment de pouvoir répliquer soit de manière synchrone ou asynchrone vos VM d'un environnement à l'autre. L'idée, encore une fois, c'est de se dire qu'aujourd'hui, cette réplication-là, de facto, est ce qu'on appelle crash consistant, c'est-à-dire qu'on va en fait répliquer des blocs de données d'un cluster à l'autre. Encore une fois, ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'on est granulaire à la VM ou au groupe de VM. Donc jusque-là, rien d'exceptionnel. Il y a d'autres solutions qui existent aujourd'hui qui le font également. Ce qu'il faut considérer, c'est que notamment lorsque vous êtes sur du Nutanix, ce système de réplication est complètement indolore d'un point de vue performance à la VM. Là où notamment certains snapshots chez des solutions de virtualisation peuvent être un peu plus conséquents, notamment lorsqu'on a des applications type Oracle, type base de données, qui au moment du snapshot peuvent provoquer des freezes et donc pourquoi pas des arrêts d'application. À la différence de la partie consistance applicative, qui est également possible sur la partie Nutanix, dès lors qu'on va prendre un snapshot, on va s'assurer de l'intégrité des applications métiers, principalement les bases de données, Oracle, SQL Server et autres. Mais l'idée, c'est de pouvoir vraiment être intègre à cette application métier. Et donc, pour ce faire, on est capable aujourd'hui de pouvoir relancer en cas de sinistre majeur ces VM dans les mêmes VLAN de production, soit sur une salle distante, soit sur un site distant. Sur un site distant avec des problématiques de réseau WAN que l'on pourrait connaître, auquel cas, soit on reprend effectivement le même schéma d'adresse IP, soit on le change à l'occasion du plan de reprise d'activité, ou alors, si on a besoin de réactivité, on a également les solutions Cato qui vont nous permettre aujourd'hui de porter un sous-réseau d'un site à un autre, et ce, juste au travers de quelques clics. Ce qui est intéressant aujourd'hui de considérer, c'est de pouvoir automatiser ce plan de reprise d'activité. Alors, comment ça fonctionne chez Nutanix? Assez simplement, on va être capable aujourd'hui de décorréler en fait des vagues
À savoir que dans ma première vague de démarrage de VM donc sur le site distant, on va dans un premier temps redémarrer tout ce qui est domaine contrôleur, serveur de fichiers, serveur DNS, etc., etc. On va attendre un petit peu, le temps que tout démarre correctement, puis après derrière, on va opérer la deuxième vague, donc, principalement mes serveurs de base de données ou tout autre serveur qui serait nécessaire à la gestion de ces derniers. On va considérer aujourd'hui que mes serveurs de base de données vont mettre un petit peu plus de temps à redémarrer, puisque encore une fois, dans un premier temps, on est uniquement que crash consistant. Peut-être il y a-t-il, et ça faisait partie des interrogations de ce projet-là, peut-être il y aura-t-il de la reconstruction en automatique à faire pour le système de base de données. Donc, potentiellement, on va attendre un petit peu plus longtemps, et une fois que tout va être redémarré, alors on a également la possibilité de scripter des scripts shell ou PowerShell sur chacune de ces étapes pour s'assurer de l'intégrité du redémarrage de SI. Donc, typiquement, vérifier au travers de commandes PowerShell que mon Active Directory est bien lancé, vérifier que au travers de scripts shell ou PowerShell, mes serveurs de base de données, qu'ils soient sous Linux ou sous Windows, soient bien également remontés. Puis après, derrière, on a notre troisième vague qui va redémarrer toute la partie application métier. Et l'idée là-dedans, c'est de pouvoir, en fonction du contexte, soit conserver le même schéma réseau d'un site à un autre, ou pourquoi pas de le changer en fonction de sa stratégie web. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, certes, on a toute une automatisation au travers de cette orchestration de plans de reprise d'activité, décorrélée dans ce qu'on appelle une espèce de recette de cuisine qui va redémarrer votre SI dans le bon ordre, afin de vous assurer de l'intégrité de votre SI. Et ce qui est également intéressant au travers de ce composant du Dynamic Snip, c'est que, outre le fait de savoir qu'on va pouvoir tout redémarrer correctement, on a également la possibilité de le tester. Et le tester comment? Tout simplement de pouvoir le tester non pas un soir, non pas un week-end, mais pendant des périodes de production. Comment? Tout simplement, plutôt que de faire ça dans des VLAN de production, on va faire ça dans des VLAN de test. Et ce qui est intéressant dans ce composant-là, c'est qu'on va utiliser cette même recette de cuisine, non pas dans des VLAN de production, mais dans des VLAN de test. Donc ça veut dire que derrière, vous allez avoir des VLAN qui sont complètement isolés, complètement décorrélés de votre production, pour lequel vous allez pouvoir exécuter cette même recette de redémarrage et de vous assurer, autant de fois que vous le souhaitez, ce plan de reprise d'activité pour voir s'il est effectivement viable. Pourquoi? Parce que lorsqu'on le teste une fois, on a juste une photo à un instant T de la fiabilité de son plan de reprise d'activité. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir l'outil qui va vous permettre de pouvoir le tester autant de fois que vous le souhaitez, tous les mois, tous les trimestres, tous les semestres, tous les ans, peu importe, et de vérifier que l'intégrité de votre SI est bien maintenue. Pourquoi? Parce qu'un SI SAVI, il peut y avoir des mises à jour, il peut y avoir des nouvelles méthodes, des nouvelles applications, et l'idée, c'est vraiment d'avoir, encore une fois, la certitude de pouvoir le tester simplement. Le test aujourd'hui d'orchestration, c'est juste un clic. Après, charge à vous de vous connecter, de vérifier l'intégrité de votre SI si toutefois ça n'a pas été scripté. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on peut aller beaucoup plus loin. On peut, dans les différentes vagues de redémarrage, y greffer donc des scripts de fonctionnement, mais également de remonter l'information. On peut alimenter des mails, on peut alimenter du Splunk, on peut alimenter des canaux Teams, du Slack, etc., etc. Et encore une fois, on est granulaire à un niveau que tout le monde connaît, à savoir soit des catégories de VM, sur la partie infrastructure même du SI, sur la partie base de données, sur la partie application métier, mais également granulaire à la VM, si toutefois on souhaite être beaucoup plus fin. Donc l'idée, encore une fois, et l'intérêt, c'est de pouvoir respecter le timing qu'on a convenu. On arrive donc à l'issue de ce petit webinaire. Je vous encourage à poser vos questions, notamment sur la partie questions-réponses ou dans la partie chat qui est disponible dans Zoom. Donc, je ne sais pas s'il y a déjà quelques questions qui ont été posées, peut-être pas encore. Alors n'hésitez pas, le débat est ouvert. On va essayer de répondre à vos questions si toutefois il y en a. Pas de questions pour le moment. On va quand même laisser les gens avoir le temps de tapoter leurs petites questions éventuelles. Alors, je ne sais pas si Bruno ou Christophe, vous souhaitiez rajouter
des choses dans l'attente des questions? Éventuellement, je ne sais pas, Christophe, tu voulais parler peut-être, mais non, moi ce que je pourrais rajouter, c'est que c'est un projet que nous avons vécu de façon hyper intéressante chez VIF, et avec beaucoup d'enthousiasme, dans le sens où nous trouvons-nous qu'un projet mené en partenariat tel qu'il a été mené dans le cadre de ce projet, c'est vraiment un gage de réussite. C'était une réussite. Oui, moi, ce qui nous intéressait aussi, c'était déjà d'adhérer au maximum, de profiter au maximum de toute l'infra qui était proposée, ou des services proposés par rapport à Siom ou Nutanix, et surtout de viser l'étape d'après, c'est-à-dire que cette infra participe aussi à l'écosystème et productif de production pour notre partie métier, mais aussi sécuritaire pour la partie flow en particulier pour nous et LIP. Et j'ajouterais que de ce fait, nous savons que VIF est compatible, que les solutions VIF sont compatibles avec Nutanix, et que pour le coup, nous espérons avoir l'occasion de mener d'autres projets de ce genre, et pourquoi pas avec Siom. On va y travailler, c'est certain. Absolument. Écoutez, je pense qu'on a été clair. On n'a pas de questions ni dans le chat, ni dans la partie messagerie instantanée. On a respecté le timing, ce qui est également une bonne chose. Écoutez, moi de mon côté, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon après-midi. Merci encore à Christophe et à Bruno d'avoir témoigné aujourd'hui de cette phase qui était quand même ambitieuse, mais qui, je pense, riche de fonctionnalités. Et pour ceux qui le souhaitent, on reste bien évidemment disponible, soit au travers de LinkedIn, soit au travers des canaux de communication beaucoup plus standards, pour toute question, si toutefois vous en auriez. Merci à tous, bon après-midi, et j'espère à très bientôt. Merci. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.